C'est une nouvelle semaine avec Gale Afrique Média à votre compagnie. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici tout d'abord les sommaires. À la une, des affrontements violents se poursuivent entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo dans l'agglomération des Boutaré en groupement Tongo territoire de Rutshuru. D'autres attaques ont été lancées contre les positions des Wazalendo dans le groupement des Bukombo. Toujours à la une, l'armée congolaise affirme avoir repoussé en profondeur les rebelles du groupe armé de Thomas Lubanga qui menaçaient la localité de Lopa située à une trentaine de kilomètres de Bunia. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FRDC à Ituri, a déclaré que la victoire est due à la collaboration de la population locale. Gilles Ngongo est à suivre dans ces journaux. Et puis, hier dimanche au Vatican, les cardinaux africains ont exprimé leur soutien au nouveau souverain pontife, lui souhaitant un pontificat couronné de succès. Ils ont également appelé le pape Léon XIV à s'engager pour la paix en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, en proie à des conflits. Commençons cette édition du journal à Ituri où des affrontements ont éclaté ce matin aux abords de Nyamamba, situé sur les rives du lac Albert à 60 km de Bunia. L'armée congolaise affirme avoir repris le contrôle de la situation après des affrontements avec les groupes armés. La région est la cible d'une série d'attaques depuis 4 jours. Suivez ces reportages pour en savoir plus. Depuis jeudi dernier, des affrontements intenses opposent l'armée congolaise à des miliciens de la région de Nyamamba en Ituri. Des combats à l'armée lourde et légère ont été signalés dans plusieurs localités dont Katoto, Malabo et Lopa situées à une trentaine de kilomètres de la ville de Bunia. Les FRDC affirment que les miliciens sont dirigés par Thomas Lubanga, ancien chef de l'UPS, Union des patriotes congolais, condamné par la Cour pénale internationale. Lubanga aurait relancé un mouvement politico-militaire, la CRP Zaïre, depuis mars dernier. Selon l'armée, la CRP Zaïre n'est pas une force structurée, mais regroupe des combattants du groupe armé Zaïre, des démobilisés et d'anciens membres de l'UPS. Le milicien aurait utilisé des écoles et des églises comme base, obligeant la population à fuir. Samedi, le FRDC ont lancé une contre-offensive à Lupa, qualifiée de robuste par la société civile. Les miliciens ont été repoussés. Certains étaient en civil, d'autres en treillis, armés de fusils d'assaut AK-47. La situation reste tendue dans la région. Les autorités militaires appellent à la vigilance et à la collaboration avec la population pour mettre fin à ces violences. Dans le même chapitre, restons toujours à Bunia, où l'armée congolaise affirme avoir repoussé en profondeur les rebelles du groupe armé de Thomas Lubanga qui menaçait la localité de Lopa, située à une trentaine de kilomètres de Bunia. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo à Ituri, a déclaré que la victoire est due à la collaboration de la population locale. D'autres sources locales rapportent que l'armée et les miliciens se partagent la zone, sécurant la situation très confuse. Les tensions restent toujours palpables dans la province de l'Ituri. Gilles Ngongo est au micro de notre correspondant dans la zone. Suivez-les. Avant toute chose, au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, nous félicitons et encourageons la population de Lopa qui a compris la nécessité de la paix dans leur localité, qui a collaboré et dénoncé le velléité de déstabiliser cette localité par la milice CRP de Thomas Lubanga. C'est grâce à cette population que nous avons pu mettre en déroute ces renégats qui veulent à tout prix déstabiliser la province de l'Ituri. Et leur actions sont considérées comme les cris des naufragés, les cris de désespoir. Devant le rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo, ces miliciens ont eu
une seule alternative, c'est fuir et se cacher dans l'église ou les écoles pour empêcher les forces armées à mener à bien ces opérations. Malgré cela, nous avons fait montre d'un professionnalisme avéré où ces renégats ont pris la poudre de scampette. Pour le moment, la situation est maîtrisée et nous poursuivons les opérations contre cette milice de Thomas Lubanga. Nous encourageons également les forces armées à maintenir la pression sur ce hors-la-loi et de le mettre hors d'état de nuit. De même à Lopa, où la population commence déjà à regagner leur millier d'origine, après quelques heures où la population a pris abri. De même, du côté de Nyamamba, la nuit du samedi à ce dimanche, où ces miliciens de Thomas Lubanga ont encore tenté en vain de s'attaquer à l'une de nos positions. Les forces armées ont riposté avec vivacité et rapidité. C'est ce qui a permis à ce que la situation soit sous contrôle des forces armées. Nous appelons encore une fois la population à collaborer et à dénoncer tous les cas suspects. Quant à Thomas Lubanga, nous les exhortons d'abandonner cette entreprise criminelle, de mettre la vie de notre jeunesse en péril. Parce que ceux qui tombent, c'est l'Ituri qui perd. Ceux qui ont abandonné leur famille pour être avec vous dans la brousse, c'est l'avenir de l'Ituri qui est en péril. Nous vous en supplions d'abandonner cette entreprise criminelle pour avoir la vie sauve. Restons toujours dans les sièges de l'armée congolaise où un scandale secoue les forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant de la 11e brigade a dénoncé les détournements des fonds destinés au paiement de la solde des militaires engagés sur les fronts dans les sites du sud Kivu. Selon un communiqué, les fonds ont disparu, laissant les soldats sans salaire. Reportage. Alors que le combat forage dans le sud du Sud Kivu entre le FARDC, le rebelle du M23 et les combattants Wazalendo, un nouveau scandale vient de ternir la situation. Des fonds destinés à payer les soldats engagés sur le front ont été détournés, selon une alerte lancée par le commandant de la 11e brigade. Dans un communiqué, le commandant de la 11e brigade accuse le colonel Nkulu Kilenge Delphin d'avoir détourné le fonds destiné au salaire de militaires. Il appelle à son arrestation immédiate et à sa remise à l'auditorat militaire. Le colonel Nkulu aurait pris la fuite avant le lancement de l'opération de paiement. Ce détournement survient en un moment crucial, alors que le FARDC sont engagés dans des combats acharnés contre les rebelles du M23. L'absence de paiement risque de saper le moral des troupes et de fragiliser davantage la situation sur le terrain. Le porte-parole des opérations Sokola Sud a confirmé l'information, sans fournir plus de détails. Le chef d'état-major général de FARDC, qui s'est récemment rendu à Uvira, avait pourtant félicité les autorités militaires pour leur résistance face aux rebelles du M23. Ce scandale met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les FARDC dans le Sud Kivu. La corruption et le manque de ressources sapent les efforts militaires et risquent de compromettre la sécurité de la région. Le gouvernement congolais a présenté un projet de loi visant à réformer la police nationale congolaise, souvent critiquée pour ses abus et son manque d'effectifs dans certaines régions. Ce projet ambitieux prévoit un investissement de 2,3 milliards de dollars pour moderniser l'institution et améliorer ses conditions de travail. Cette réforme pourrait enfin apporter des changements concrets pour une police plus efficace et plus respectueuse des droits humains. Reportage. La République démocratique du Congo s'apprête à investir massivement dans la refonte de sa police nationale, une institution souvent critiquée pour ses dérives et son inégalité de présence sur les territoires. Le gouvernement a présenté un projet de loi ambitieux prévoyant un programme de réformes étalé sur 5 ans, soit de 2025 à 2029, avec un budget colossal de 2,3 milliards de dollars. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a défendu ces projets devant l'Assemblée nationale vendredi 16 mai.
3 axes principaux sont mis en avant. Avec plus de 70% du budget, cette priorité vise à recruter et former 90 000 policiers, incluant des unités d'intervention et des policiers de proximité, une nécessité face à la montée des gangs urbains. Ces volets représentant environ 600 millions de dollars visent à structurer la police avec des bases solides et cohérentes. Avec un budget de 51 millions de dollars, ce dernier axe vise à améliorer les relations entre la police et la population. Les plans prévoient également la mise à la retraite de 10 000 policiers d'ici 2028, la construction ou la rénovation d'infrastructures et un investissement massif dans les équipements pour un budget de près d'1 milliard de dollars. La réussite de cette réforme est cruciale pour la RDC, confrontée à des défis sécuritaires importants. La population attend avec impatience des résultats concrets et une police plus efficace, plus juste et plus proche des citoyens. Au Nord Kivu, des affrontements se poursuivent entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo dans l'agglomération de Butare, un groupement Tongo territoire de Rutshuru. D'autres attaques ont été lancées contre les positions des Wazalendo dans le groupement Bukombo. La situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru, en province du Nord Kivu, reste tendue. Des combats violents opposent les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo dans plusieurs localités. Dans le groupement des Tongo, les rebelles ont lancé des attaques simultanées sur 2 positions Wazalendo à Butare et Kodjo. Des sources locales rapportent l'utilisation d'armes lourdes et des bombes par les rebelles. Butare, une zone densément peuplée, est particulièrement touchée. Après 3 jours d'affrontements intenses dans le groupement Bambo et Mutanda, un calme précaire s'est installé. Les sources locales affirment que les Wazalendo ont repris les contrôles de Bambo et Kishiché, repoussant les rebelles vers Kibirizi et Kabizo. Ces combats ont fait de nombreuses victimes civiles. 7 personnes ont été tuées à Bambo et une vingtaine de blessés sont actuellement pris en charge à l'hôpital local. Les habitants qui avaient trouvé refuge à l'hôpital ont pu regagner leur foyer hier soir. Un chef administratif confirme que le groupement de Bambo est de nouveau sous contrôle de Wazalendo. Cependant, les centres de Boalanda, Kikuku et la mine de Somi Kivu dans le groupement Mutanda restent sous occupation rebelle. La population locale vit dans la peur et l'incertitude. La situation humanitaire est préoccupante avec des besoins urgents en nourriture, eau potable et soins médicaux. Les combats se poursuivent dans la région, menaçant la sécurité et la stabilité de la population. La situation est suivie de près par les autorités locales et les organisations humanitaires. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo-Senko en sigle s'alarment des conditions de vie précaires et difficiles imposées à de nombreuses familles suite à la fermeture des banques et des aéroports dans les territoires occupés par l'AFC M23. La situation devient critique pour les populations locales. L'accès aux services financiers et aux moyens de transport est impossible, rendant ainsi difficile l'approvisionnement en nourriture, médicaments et autres biens essentiels. La Senko appelle à la réouverture immédiate des banques et des aéroports afin de soulager la souffrance des populations et d'éviter une catastrophe humanitaire. L'abbé Donancien Cholet est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. La fermeture des banques et des aéroports dans les territoires sous contrôle de AFC M23 impose à plusieurs familles les conditions de vie difficiles et précaires. Nombreux de ceux qui vivaient dans les camps de déplacés à Goma, aux alentours, contraints de retourner dans leur milieu d'origine, ont du mal à se réinsérer. Nous exprimons notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les victimes de ces situations dramatiques. Romains 12, 15.
Restons toujours dans les sillages de l'Église catholique. Hier dimanche, au Vatican, les cardinaux africains ont exprimé leur soutien au nouveau souverain pontife, lui souhaitant un pontificat couronné de succès. Ils ont également appelé le pape Léon XIV à s'engager pour la paix en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, actuellement en proie à des conflits armés. Reportage. Des cardinaux africains, électeurs du nouveau pape Léon XIV, ont exprimé leur souhait d'un pontificat fructueux au nouveau souverain pontife, tout en soulignant l'importance de son engagement pour la paix en Afrique. Lors d'une rencontre avant la messe d'intronisation, les cardinaux ont plaidé pour l'implication du pape dans la résolution des conflits qui déchirent plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud et le Sahel. La paix est l'un des défis majeurs auxquels le pape devra faire face, a déclaré un cardinal africain. Nous espérons qu'il utilisera son influence pour mettre fin aux souffrances de nos peuples et pour favoriser le retour de la paix dans nos régions. La messe d'intronisation, qui s'est déroulée en présence de dizaines de milliers de fidèles et de 200 délégations du monde entier, a été l'occasion pour le pape Léon XIV de tracer les grandes lignes de son pontificat. Dans un discours vibrant, le nouveau pape a appelé l'Église et le monde entier à l'amour et à l'unité, à l'image du Christ. Il a insisté sur la nécessité de construire la paix ensemble avec tous les chrétiens, toutes les religions et toutes les personnes de bonne volonté. L'appel du pape Léon XIV à la paix en Afrique et plus largement dans le monde a été salué par les fidèles présents. C'est un message d'espoir pour nous tous, a déclaré une fidèle venue d'Afrique du Sud. Nous prions pour que le pape puisse réaliser sa vision d'un monde plus juste et plus pacifique. Le nouveau pape, âgé de 69 ans, a également évoqué les défis de l'évangélisation, de l'unité de l'Église et de la synodalité. Il a promis de travailler avec les évêques du monde entier pour relever ces défis et pour faire progresser l'Église dans le XXIe siècle. Et voilà, mesdames et messieurs, par ici prend fin cette édition du journal sur la télé panafricaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés pour être informés et la télé panafricaine est toujours à votre service.